Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Hub des territoires pour ce deuxième rendez-vous de l'innovation du parcours territoire d'économie mixte, innovant et résilient. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des territoires. Merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous vous proposons un format court de 30 minutes, très dynamique, qui propose un retour d'expérience concret. Avec ce type d'événement, on est bien là au cœur des missions du Hub des territoires, puisqu'on favorise le partage, la diffusion de bonnes pratiques au service des projets dans les territoires. Et sans plus attendre, je donne la parole à Isabelle Bonneau-Join. Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça a été dit, en octobre dernier, on lançait ce nouveau parcours d'accompagnement dédié aux EPL pour innover en matière d'adaptation au changement climatique. C'est notre deuxième rendez-vous ce soir. Vous êtes près de 75 à être inscrits pour participer aux travaux. Un format full distanciel. Mais on a le plaisir dans la salle d'avoir quelques participants, dont je me permets de le citer, Hervé Tonner, qui est notre directeur outre-mer régional, qui accompagne tout particulièrement Saint-Pierre-et-Miquelon, le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Et ce soir, nous avons notamment en témoignage la SEM Archipel Développement, que je remercie particulièrement de sa mobilisation pour pouvoir nous parler d'innovation et de la manière dont ils se sont saisis du sujet à Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment en travaillant sur la data et le développement économique. Un prochain rendez-vous, le 9 avril prochain, nous serons réunis au Hub des territoires dans un format présentiel et distanciel pour un format sur toute la matinée de la fabrique de l'innovation, où on abordera les sujets de la donnée sur les effets du changement climatique, avec notamment la gouvernance de la donnée, mais aussi la mobilisation et son utilisation, et des travaux d'ateliers collectifs pour bien faire le lien entre l'utilisation que peuvent faire les EPL de ces données au service de l'adaptation au changement climatique. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Baptiste, qui dans notre équipe pilote ce programme, et à toi Jean-Baptiste de faire le lien. Merci Isabelle, merci Pavlina. Effectivement, premier territoire français à organiser le déplacement d'un village dans le cadre d'un plan de prévention des risques littoraux. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est déjà impacté par les effets du changement climatique. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est simple: comment accompagner le développement économique d'un territoire fortement impacté par le changement climatique. Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Rudy l'Espagnol. Rudy l'Espagnol, bonjour. Vous êtes responsable des affaires européennes et du développement économique au sein d'Archipel Développement. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Christophe Djegmoum. Christophe Djegmoum, bonjour. Vous êtes responsable du point Info Énergie à Archipel Développement. Avec vous, on va parler d'innovation, innovation de produits grâce à la culture de l'algue notamment, innovation sociale avec l'adaptation des bâtiments, notamment aux vents violents et aux phénomènes cycloniques. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le fil de discussion. On y répondra dans une séquence dédiée à la fin de l'intervention. Et sans plus tarder, je vais vous passer la parole pour répondre à deux questions d'abord toutes simples. Est-ce que vous pouvez nous présenter Archipel Développement et quels sont aujourd'hui les effets déjà présents et prévisibles du changement climatique sur Saint-Pierre-et-Miquelon ? Oui, alors Jean-Baptiste, je vais démarrer pour l'introduction d'Archipel Développement. Donc, qui sommes-nous ? Alors, Archipel Développement, c'est la nouvelle dénomination de l'ASSO Départ, donc l'agence de développement économique qui a été créée à la fin des années 80, au moment du moratoire sur la pêche à la morue. Comme vous le savez, on a un territoire qui a vu son économie complètement s'effondrer à cette époque-là. Et donc, il a fallu se réinventer. Donc, la Société d'économie mixte Archipel Développement, c'est donc le principal outil de la compétence développement économique de la collectivité territoriale. Donc, notre PDG est également président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Bernard Briand. Nos principales missions, alors j'en ai listé 4, mais ce n'est pas exhaustif. La première d'entre elles, et sans doute l'une des plus importantes, c'est les affaires européennes, que j'ai le plaisir de porter. Donc, c'est finalement toutes les actions de représentation de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès des instances européennes, et notamment la mobilisation de ces fonds, des fonds qui sont apportés aujourd'hui par l'Europe. Il faut savoir que c'est 40% de la capacité d'investissement de la collectivité territoriale. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, la relation que nous avons avec la Commission européenne est scrutée de près. On fait en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Alors, bien entendu, il y a aussi notre rôle en matière de développement économique, qui est aussi au cœur de notre agence.
avec l'accueil des porteurs de projets extérieurs, également aussi le développement de filières. On a une brique sur l'attractivité qui est venue se greffer depuis maintenant 2 ans, où on a participé à l'élaboration et aujourd'hui on anime la stratégie d'attractivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, pour les agences qui œuvrent sur le volet d'attractivité, je vous ai mis le visuel de la plateforme Saint-Pierre SPM Play. Donc, c'est une plateforme qui permet de découvrir le territoire et toutes ses facettes à travers le média vidéo. Donc, c'est un très, très bel outil, hein, si jamais ça peut aussi vous inspirer pour vos propres démarches d'attractivité. Et également aussi, je dirais, un rôle assez important en matière d'énergie, puisque nous exploitons un réseau de chaleur urbain, donc ce qui n'est pas commun pour une société d'économie mixte dont le rôle premier est le développement économique. Et également aussi le portage d'un point info énergie depuis maintenant, depuis 2018, et qui, je dirais, monte fortement en puissance, mais je laisserai mon collègue Christophe Jegmoum vous en parler. Merci beaucoup. Du coup, on va parler maintenant adaptation au changement climatique, mais d'abord, quels sont les effets à Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors du coup, je vais présenter le territoire sur un jour moins favorable, ce que Rudy vient de nous expliquer. Forcément, nous, comme la plupart des territoires marins, on est plutôt au front des dérèglements climatiques. Donc je vais expliquer rapidement. Le but, c'est surtout de vous expliquer la démarche, mais elle vient de ces impacts différents. Donc, comme un peu partout, malheureusement, on a l'augmentation des températures et des précipitations extrêmes. Là, je ne vais pas apprendre grand-chose. On a de moins en moins de neige et puis un phénomène de pied de glace hivernal qui tend à disparaître. C'est que les côtes étaient protégées par une espèce de barrière de glace l'hiver, au moment où il y a les vents les plus violents. Avec l'augmentation des températures, cette barrière existe de moins en moins. Donc, on a un phénomène d'érosion qui est de plus en plus marqué. On a, comme dans beaucoup d'endroits, une hausse du niveau de la mer, donc entre 4 et 5 mm par an. C'est quand même assez important, qui fait évoluer le trait de côte. Et je vous invite à regarder la première photo qui est sur cette diapositive, qui présente Miquelon. Et on voit que l'impact du trait de côte va avoir des incidences directes, et d'où le déplacement du village. On a aussi des problèmes, en plus de l'érosion, des problèmes de submersion avec une nappe qui est très proche, mais on a des problématiques différentes sur l'île de Saint-Pierre et celle de Miquelon. On est de plus en plus soumis au phénomène cyclonique, c'est qu'avec tous ces dérèglements climatiques, les trajectoires des cyclones évoluent et elles nous frappent de plus en plus régulièrement. Et puis le point sur lequel je reviendrai par la suite, mais qui a nécessité adaptation et innovation, c'est essentiellement le vent qui a toujours été présent sur l'archipel, mais qui l'est de plus en plus et de manière de plus en plus puissante. Alors, on va commencer par aborder les sujets de développement économique avec effectivement des impacts qui sont forts à la fois sur la mer et sur la terre, et notamment le bouleversement de la biodiversité et l'impact lié à la filière de pêche. On parlait de morue tout à l'heure, et vous allez nous parler d'un projet de développement d'algoculture. Alors effectivement, la filière algues, c'est une filière en tout cas qui n'est pas nouvelle sur le territoire, puisque l'assaut au départ, dès 1996, donc suite à l'arrêt de la pêche à la morue, avait déjà fait réaliser une étude sur le potentiel des algues à Saint-Pierre-et-Miquelon par le CEVA, donc le Centre d'études et de valorisation des algues, qui est basé en Bretagne. Et je dirais que la filière algale est revenue au goût du jour, en tout cas dans notre champ d'intérêt, suite aux rencontres économiques que nous avons organisées en 2020 en partenariat avec les régions Bretagne et Normandie. Et effectivement, notamment la région Bretagne, il y avait un fort intérêt, notamment du monde professionnel, sur les ressources algales de l'archipel. Je dirais que ce volet-là, ce volet économique, il est aussi couplé à un volet plus en lien avec le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on observe sur toute la côte atlantique d'Amérique du Nord, et notamment, je pense à l'État du Maine, où vous avez un stock qui a diminué de près de 40% entre la période de 2020 à 2022 et ce qu'on peut observer en 2016-2018. Donc, vous avez une migration du homard, des populations de homards vers le nord qui vont chercher justement des eaux plus froides. Et donc, aujourd'hui, ça amène les pêcheurs à devoir diversifier leurs activités, et de plus en plus de pêcheurs de homards s'orientent vers la culture des algues. Alors, 2020, la première étape, ça a été de savoir ce qu'on avait en termes de biomasse dans les eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, on a fait appel à un cabinet spécialisé pour réaliser cette étude, donc une étude qui a eu lieu pendant la période estivale 2022. De là, on a pu ensuite produire un guide de bonne récolte et de bonnes pratiques d'exploitation des macroalgues à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec notamment, et ça c'est vraiment, je dirais, un consensus au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit institutionnel ou du monde économique, de plutôt s'orienter vers l'algoculture qui a moins d'impact au niveau de la faune et de la flore marine.
Ensuite, ça a été assez long pour réussir à avoir des concessions justement pour pouvoir expérimenter les premières activités, un premier projet d'algoculture. Il a fallu aussi attendre un porteur de projet, puisque comme vous pouvez l'imaginer, 6000 habitants, c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué les caractéristiques de l'archipel, mais on a un vivier de porteurs de projet qui est quand même moindre que dans l'Hexagone. Donc, il y a enfin un porteur de projet qui s'est positionné en 2024, et donc normalement une première récolte est attendue en 2025. Donc, on pourra aussi documenter, en termes de productivité, etc. Comment aujourd'hui poussent les algues dans nos eaux. Et donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, il y a le pouvoir des algues. C'est une coproduction France Télévisions et Saint-Pierre-et-Miquelon la première, justement, où on peut retrouver toutes ces étapes dans un documentaire qui est plutôt bien fait, qui permet de découvrir Saint-Pierre-et-Miquelon aussi à travers ce documentaire. Donc du coup, l'impulsion d'une filière, c'est à la fois la production de documentaires, c'est aussi l'expérimentation. C'est ce que vous disiez là en 2024 avec l'armement qui était attribué. C'est aussi, et c'est ce que vous allez nous présenter, le congrès que vous organisez ? Alors, c'est effectivement l'expérimentation, puis c'est aussi le lien avec le monde scientifique. Donc, on a été mandaté, nous, par la collectivité territoriale pour organiser un congrès international des sciences aquatiques. Alors, ce congrès, l'idée de ce congrès, sa jeunesse, c'est un enfant du pays, un maître de conférence qui s'appelle Fabrice Tellecea, qui est maître de conférence à l'université de Nancy, et qui est spécialisé, lui, en aquaponique et qui est également aussi ambassadeur FIER SPM. Donc, les réseaux d'ambassadeurs, on voit bien, on en trouve aujourd'hui beaucoup sur de nombreux territoires, qui ont vocation effectivement à promouvoir, mais également aussi à contribuer au développement de leur territoire d'origine. Et donc, Fabrice Tellecea a proposé d'organiser, d'aller mobiliser ces réseaux scientifiques afin de créer un congrès à dimension internationale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, la première édition a eu lieu en 2020. Alors, c'était juste à la sortie du confinement du Covid, donc ça avait été tout très, très complexe en termes de logistique. Là, on va organiser cette année la 5e édition. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on met au service du développement économique, mais et plus largement du développement durable du territoire, la science. Donc, on le voit, l'objectif du congrès, étudier la manière de développer collectivement l'industrie de la pêche et de l'aquaculture durable. Et donc, on fait régulièrement des focus sur les principales espèces, les principales pêcheries aujourd'hui qu'on retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, on avait évoqué, Jean-Baptiste, ensemble, le concombre de mer, qui est aujourd'hui la première pêcherie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, la morue est bien loin. Mais on a également aussi le crabe des neiges aujourd'hui, qui est une espèce à forte valeur ajoutée, où effectivement, on a besoin d'avoir de la connaissance de manière à pouvoir s'assurer qu'on est dans une gestion durable de cette pêcherie. Et la particularité de ce congrès, c'est également aussi de mettre en lien les scientifiques, mais également aussi avec les entreprises, avec la société civile, les associations, avec les écoles, avec l'éducation nationale, de manière aussi à susciter des vocations et également aussi que le congrès soit vraiment un congrès du territoire pour le territoire. Donc ça, c'est vraiment en tout cas un fil conducteur qui guide aujourd'hui nos actions et l'organisation de ce congrès. Alors, on parlait des algues avant. Je vous ai mis le visuel du congrès des sciences aquatiques qui a eu lieu en 2023. Donc, les invités d'honneur, c'était les îles de la Madeleine. Alors, c'est un territoire québécois, donc un archipel québécois qui est à l'embouchure du Saint-Laurent. Et on avait notamment fait venir des pêcheurs de homards, puisque eux, c'est vraiment leur première économie. L'économie est complètement basée sur le homard. Et on avait un exemple de homardier qui se lançait également dans l'aquaculture parce que lui était... En gros, son message, c'était de dire je veux être proactif et dans l'anticipation et je ne veux pas me retrouver dans 5 ou 10 ans à ne plus pouvoir vivre de mon activité puisque la pêcherie aura disparu ou elle aura migré. Donc ça, c'est aussi la mise en lien avec des professionnels dans le prolongement de sujets d'actualité ou de projets portés par nos professionnels. Et aussi, qu'est-ce que ça apporte ce congrès ? C'est des projets qui en émergent. Je vous ai mis, notamment, je mentionne le consortium dédié à la préservation et la restauration de la lagune du Grand Barachois. Cette lagune, c'est vraiment un espace emblématique naturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon où notamment on va retrouver l'une des plus grandes colonies de phoques de France. Et aujourd'hui, vous avez un réchauffement des masses d'eau qui va entraîner une prolifération d'algues qui, elle, entraîne ensuite des impacts sur la faune, la flore, mais également aussi sur des difficultés de navigation. Donc, comment est-ce qu'on peut, à travers
ce consortium où on va retrouver des scientifiques, on va retrouver des associations, des entreprises, comment on peut essayer de trouver des réponses à ces problématiques. Et également aussi en termes d'apport, un impact économique, puisque ça fait quand même venir plus d'une cinquantaine de personnes pendant des périodes qui sont plutôt creuses pour notre industrie touristique. Donc ça aussi, c'est un point positif. Merci beaucoup. Très rapidement aussi, les impacts du changement climatique, les impacts marins, c'est aussi l'érosion du trait de côte. Comment est-ce que vous traitez cette problématique aujourd'hui ? Alors, le traitement de cette problématique s'inscrit dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Green Overseas. Alors, c'est un programme européen qui est, où on va retrouver deux grands axes, donc la transition énergétique et la résilience face au changement climatique. Quelques chiffres clés, donc 25 pays et territoires d'outre-mer participent à ce programme. Alors, les 13 actuels de l'Union européenne, donc, qui sont rattachés au Danemark, aux Pays-Bas et à la France. Et vous avez également aussi les 12 PTOM du Royaume-Uni, puisque les financements ont été attribués avant le Brexit. Donc les deux projets aujourd'hui qui sont portés par Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de ce programme, alors c'est une étude du potentiel technico-économique du photovoltaïque. Donc là on est vraiment sur un pilotage collectivité territoriale et archipel développement. C'est notamment mon collègue Christophe Jegmoum qui intervient sur le sujet. Et l'autre projet, c'est l'élaboration d'une stratégie de lutte et d'adaptation à l'érosion. Et là, le pilotage, il est plutôt par la collectivité territoriale en direct. Alors, pourquoi est-ce on s'est orienté vers ce choix-là ? Aujourd'hui, on a différentes démarches, initiatives qui existent sur le territoire. Donc, vous avez un programme de prévention des inondations à la commune de Miquelon. Vous avez le projet de déplacement du village. Vous avez l'entretien des ouvrages de protection des côtes. Mais il nous manquait en fait une vision globale des enjeux du territoire et qui soit aussi partagée par l'ensemble des acteurs, à la fois les communes, la collectivité territoriale et l'État. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire converger je dirais les visions de ces différents acteurs pour avoir un portage commun de cette stratégie. Et ensuite, une stratégie qui soit par la suite déclinée en plan d'action avec effectivement des actions pilotes de protection côtière, également aussi un lancement d'un projet pédagogique de sciences participatives. Et je pense que là, vous pouvez voir ce dont parlait Christophe au début sur le pied de glace. Donc là, vous avez sur la photo de gauche l'isthme entre Miquelon et Langlade. Donc là, vous voyez un pont complet de la route qui s'est arraché. Et donc ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent et c'est lié effectivement au fait qu'il n'y a plus de glace pour protéger les côtes. Merci beaucoup. On va rester sur la partie immergée des effets du changement climatique et de l'adaptation pour parler de la rénovation des bâtiments. Et je vais vous passer la parole, Monsieur Jegmoum, sur les spécificités du bâti à Saint-Pierre-et-Miquelon. Effectivement, on a un bâti très, très spécifique, je dirais même unique en France. Je vais essayer de synthétiser un petit peu les spécificités. Déjà, les matériaux utilisés, comme on est à 20 km du Canada, sont principalement nord-américains. Et puis, on n'a pas de liaison directe avec l'Hexagone. Donc, par facilité, on utilise majoritairement pour l'enveloppe des matériaux nord-américains, mais pour les systèmes, du matériel français, notamment parce qu'on est les seuls aux 220 sur cette partie du globe. Et puis l'autre spécificité vraiment à mettre en avant, c'est qu'on est chez nous sur des principes d'autoconstruction. C'est-à-dire que chacun construit sa maison ou rénove sa maison ou entretient sa maison sans aucune norme ni standard. Donc, quand il n'y a aucune obligation, on fait, c'est généralement le budget qui choisit. Donc, chacun fait en fonction du budget, des opportunités. Mais on a des maisons qui ont l'air de toutes se ressembler et qui sont très, très différentes de l'une à l'autre. Dans ces maisons, on les a fait étudier avec Enertech en 2022-2023. On les connaît un petit peu mieux, puisqu'avant, comme le disait Rudy, c'est le même problème que les algues, c'est que sur un territoire de 6000 personnes, on manque souvent de données. Donc, la construction neuve, on se rend compte qu'elle ne ressemble pas non plus à ce qu'il y a en France, mais elle est quand même assez performante. On a plus des soucis parfois de localisation. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de foncier disponible, donc on est obligé de construire sur des parties plus exposées au vent, où avant les anciens n'avaient pas construit. Mais sinon, en termes de performance pure, elles sont relativement bonnes. Par contre, la construction traditionnelle, sa grosse spécificité, outre qu'elle est peu isolée, c'est qu'elle n'est pas du tout étanche à l'air, mais quelque chose qui n'existe dans aucune littérature technique française. Un tel niveau d'étanchéité, ça n'existe nulle part, donc il a fallu innover.
mais pour montrer, en général, une maison moyenne classique, elle est 25 fois moins étanche qu'une maison RE 2020. Et comme on a de plus en plus de vent, ce problème d'étanchéité à l'air, c'est un vrai problème. Du coup, on a aussi, outre ces spécificités techniques, on a des freins et des leviers spécifiques. Donc, les freins, c'est un manque de données. On en a depuis 2022, mais avant, il y en avait très peu. Et un manque de ressources aussi, mais ressources au sens large, c'est qu'on n'a pas de bureau d'études sur l'archipel. La plupart des logiciels ne fonctionnent pas. S'ils acceptent de localiser le bâtiment chez nous, on ne va pas retrouver les matériaux qui sont disponibles chez notre fournisseur. Donc, il y a un vrai problème de ressources. Donc, on n'a pas de code de la construction, ni de réglementation environnementale, ni de réglementation thermique. Donc, pour faire cliché, c'est un petit peu le Far West, mais comme les gens font en auto-rénovation ou en autoconstruction, ils font bien parce qu'ils font pour eux. Et sur les gros chantiers publics, par contre, on a des contraintes assurantielles qui nous imposent de travailler avec des matériaux qui ne sont pas disponibles sur le territoire ou avec des méthodes qui sont moins maîtrisées par les artisans et les acteurs locaux. Donc tout ça, ça nous a obligés à trouver des solutions innovantes et sécurisantes, puisqu'on est aussi sur un bâti en bois qui est très fragile. Mais à côté de ces freins, on a quand même des leviers, et souvent on a les défauts de ces qualités. Mais ce territoire, j'ai parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais a une capacité d'adaptation et une résilience qui est ancrée dans ses gènes. Pour s'installer ici, pour rester ici, il faut savoir faire preuve d'adaptation, s'adapter dans le quotidien aux unités, passer du pouce au centimètre à tous les niveaux, s'adapter au climat. Mais il y a une capacité à s'adapter et une résilience qui est vraiment dans l'ADN de ce territoire. Un levier qui nous a facilité la tâche depuis 3 ans, c'est que l'urbanisme, l'habitat et la construction sont dans le champ de compétences de la collectivité. Et comme l'a expliqué Rudy, notre président est le président de la collectivité. Donc, ça aide à travailler ensemble. Et ce qui fait que j'accompagne pas seulement les habitants, mais j'accompagne aussi le territoire dans sa globalité. Et puis, on a un lien, j'en parlerai peut-être à la fin, mais un peu plus, mais un lien avec les territoires ultramarins et nord-américains qui nous permet d'avoir une ouverture sur des solutions qui sont complètement méconnues en France. La photo du milieu, par exemple, ce qu'on voit, c'est les îles de la Madeleine, donc des îles québécoises qui sont assez proches de nous et qui sont assez comparables et qui a développé l'utilisation de casiers à homards pour lutter contre l'érosion, par exemple. Et puis en dessous, c'était les assises de la construction durable en Outre-mer. Tous ces territoires ultramarins sont vraiment au front de ce changement climatique, ont dû développer des solutions, des innovations, et je pense qu'elles ont beaucoup à partager avec l'Hexagone. Alors très concrètement, comment on fait pour accompagner la rénovation dans ce contexte? Alors pour accompagner la rénovation, il a fallu qu'on se penche sur le traitement de l'étanchéité à l'air. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Mais pour donner un ordre d'idée, sur une maison moyenne, elle va avoir 15 à 20 fois son volume d'air froid qui va rentrer en plein hiver. Donc qui va nécessiter de chauffer, donc qui va consommer énormément. Donc il a fallu trouver des solutions techniques avec des matériaux spécifiques, s'assurer que ces matériaux soient disponibles sur l'archipel. Il a fallu créer des ressources, puisque contrairement en France où on peut se permettre de former les artisans et de dire voilà ce que vous allez appliquer ou de leur imposer d'appliquer, nous, comme c'est de l'autoconstruction et de l'autorénovation, les gens ont besoin d'avoir des ressources pour faire eux-mêmes. On a adapté les aides à la rénovation en prenant en compte tout ça, traditionnellement, ici, il n'y a pas de ventilation. Si on se met à étanchéifier, il faut aider ces matériaux pour l'étanchéité et la ventilation qui ira avec. Et surtout, il a fallu sécuriser ces solutions. Il y a un petit schéma en bas, mais je vous l'ai dit, on est sur un bâti fragile. Les gens qui ont essayé avant d'innover seuls dans leur coin, puisqu'on en a beaucoup, ça a été parfois ça a eu parfois malheureusement des conséquences pathologiques sur le bâti. Donc, il a fallu sécuriser. Là, on a eu beaucoup de chance. On a pu travailler avec des gros laboratoires. On a pu être très bien accompagné sur toute cette problématique. Et puis, le lien avec les entreprises, c'est qu'en France, la rénovation, c'est surtout un lien avec les artisans, avec ceux qui appliquent sur le terrain, avec les entreprises du BTP, avec les différentes fédérations. Chez nous, c'est pas tout de dire voilà ce que vous devez faire. Il faut que les gens retrouvent ces matériaux. Donc, il a fallu discuter avec les importateurs, avec les fournisseurs, plus encore qu'avec les artisans. La construction neuve, je vais y aller rapidement, mais c'est vraiment, avec le déplacement du village de Miquelon, on est obligé de se pencher enfin sur quels objectifs on va mettre, essayer de quantifier ces objectifs. Mais comme je l'ai dit, les logiciels ne fonctionnent pas, il n'y a pas de bureau d'études thermiques sur l'archipel.
Donc, là aussi, il a fallu s'adapter. Le point Info Énergie fait partie des espaces Conseil France Rénov', mais il a fallu. On n'a pas pu se contenter de la rénovation. Il faut aussi ici s'attaquer à la construction. Donc, en proposant des prestations qu'on ne voit pas ailleurs, comme les tests d'étanchéité à l'air, par exemple. C'est moi qui ai la seule porte-front de l'archipel, et c'est indispensable de se pencher là-dessus pour avoir du bâti performant. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être faire un petit temps, il nous reste quelques minutes de questions, si jamais il y a des questions dans le fil de discussion. Oui, en effet, il y a une première question. N'hésitez pas pour les participants à les poser dans le fil de discussion. Existe-t-il aujourd'hui des synergies avec des GIEC régionaux et notamment le GIEC normand auquel Saint-Pierre-et-Miquelon est rattaché ou serait rattaché? Alors effectivement, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'ailleurs, le président Bernard Briand était la semaine dernière avec Hervé Morin pour renouveler l'accord de coopération avec la région Normandie, donc pour une nouvelle période de 3 ans. Alors le sujet effectivement en tout cas de l'adaptation au changement climatique et notamment de l'érosion côtière est un sujet de discussion avec la région Normandie. Alors après, il n'a pas été traduit par un partenariat formalisé avec le GIEC normand, mais néanmoins, ça fait partie des sujets qui sont couverts par l'accord de coopération avec la région. Peut-être une autre question pour vous, Rudy l'Espagnol. Vous travaillez à faire évoluer la filière économique de la pêche. Comment les pêcheurs eux-mêmes perçoivent le sujet? Comment ils accueillent les travaux à ce sujet? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on va dire que les pêcheries se portent plutôt bien globalement. Donc, on a assez peu de candidats, finalement, en tout cas peu d'intérêt par rapport notamment, je parlais de l'algoculture. Aujourd'hui, on a un seul porteur de projet. On voit bien qu'aujourd'hui, pour l'instant, les pêcheries se portent bien. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à court terme pour nos pêcheurs d'aller se diversifier. Mais néanmoins, même si c'est triste à dire, mais ils seront bien obligés en tout cas d'aller dans ce sens-là par obligation, puisqu'on sait très bien que d'ici à une dizaine, vingtaine d'années, on aura un impact assez important de par le réchauffement des masses d'eau. Peut-être une dernière question, et s'il y en a encore. Peut-être une question pour les EPL en général. C'est la collectivité qui vous a demandé de piloter le programme Green Overseas. Pourquoi confier cette activité à une SEM? Alors parce qu'aujourd'hui, je suis en charge des affaires européennes, donc je suis le représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès des instances européennes et je suis également en charge du suivi de l'ensemble des programmes européens auxquels est éligible l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, je suis ce qu'on appelle le point focal du programme Green Overseas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Également aussi, je représente les PTOM français au sein du comité de pilotage du programme. Merci à tous les deux pour vos interventions. En synthèse, je retiens 2 positions fortes pour la SEM Archipel Développement pour l'adaptation au changement climatique. La position de tiers de confiance de la SEM pour réunir les acteurs politiques, économiques, scientifiques et impulser le développement d'une nouvelle filière économique, et la capacité d'Archipel Développement à se nourrir des expériences nord-américaines, européennes, outre-mer, pour expérimenter et trouver sa propre voie dans une dynamique d'adaptation au changement climatique. Vous retrouverez toutes les ressources utiles sur la page Territoire d'économie mixte, innovant et résilient que vous voyez projeté. Notre prochain rendez-vous, ça sera le 9 avril au matin pour la Fabrique de l'innovation avec 2 séquences. Une séquence plénière avec des retours d'expérience, des tables rondes, et une deuxième séquence d'innovation collective en atelier pour travailler sur le thème de la donnée, de la data du changement climatique. Je vous remercie d'avoir participé à cet échange et vous donne rendez-vous le 9 avril. Merci à tous.